Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, extrait du chapitre 2, du point de départ et de son importance pour l'avenir des Anglo-Américains. Un homme vient à naître. Ses premières années se passent obscurément parmi les plaisirs ou les travaux de l'enfance. Il grandit, la virilité commence. Les portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir. Il entre en contact avec ses semblables. On l'étudie alors pour la première fois, et l'on croit voir se former en lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr. C'est là, si je ne me trompe, une grande erreur. Remontez en arrière, examinez l'enfant jusque dans les bras de sa mère. Voyez le monde extérieur se refléter pour la première fois sur le miroir encore obscur de son intelligence. Contemplez les premiers exemples qui frappent ses regards. Écoutez les premières paroles qui éveillent chez lui les puissances endormies de la pensée. Assistez enfin aux premières luttes qu'il a à soutenir. Et alors seulement, vous comprendrez d'où viennent les préjugés, les habitudes et les passions qui vont dominer sa vie. L'homme est, pour ainsi dire, tout entier dans les langes de son berceau. Il se passe quelque chose d'analogue chez les nations. Les peuples se ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont accompagné leur naissance et servi à leur développement influent sur tout le reste de leur carrière. S'il nous était possible de remonter jusqu'aux éléments des sociétés et d'examiner les premiers monuments de leur histoire, je ne doute pas que nous ne puissions y découvrir la cause première des préjugés, des habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu'on appelle le caractère national. Il nous arriverait d'y rencontrer l'explication d'usages qui, aujourd'hui, paraissent contraires aux mœurs régnantes, des lois qui semblent en opposition avec les principes reconnus, d'opinions incohérentes qui se rencontrent çà et là dans la société, comme ces fragments de chaînes brisées qu'on voit pendre encore quelquefois aux voûtes d'un vieil édifice et qui ne soutiennent plus rien. Ainsi s'expliquerait la destinée de certains peuples qu'une force inconnue semble entraîner vers un but qu'eux-mêmes ignorent. Mais jusqu'ici, les faits ont manqué à une pareille étude. L'esprit d'analyse n'est venu aux nations qu'à mesure qu'elles vieillissaient. Et lorsqu'elles ont enfin songé à contempler leur berceau, le temps l'avait déjà enveloppé d'un nuage. L'ignorance et l'orgueil l'avaient environné de fables, derrière lesquelles se cachait la vérité. L'Amérique nous est le seul pays où l'on ait pu assister au développement naturel et tranquille d'une société, et où il ait été possible de préciser l'influence exercée par le point de départ sur l'avenir des États. À l'époque où les peuples européens descendirent sur les rivages du Nouveau Monde, les traits de leur caractère national étaient déjà bien arrêtés. Chacun d'eux avait une physionomie distincte, et comme ils étaient déjà arrivés à ce degré de civilisation qui porte les hommes à l'étude d'eux-mêmes, ils nous ont transmis le tableau fidèle de leurs opinions, de leurs mœurs et de leur foi. Les hommes du XVe siècle nous sont presque aussi bien connus que ceux du nôtre. L'Amérique nous montre donc au grand jour ce que l'ignorance ou la barbarie des premiers âges a soustrait à nos regards. Assez près de l'époque où les sociétés américaines furent fondées, pour connaître en détail leurs éléments, assez loin de ce temps pour pouvoir déjà juger ce que ces germes ont produit, les hommes de nos jours semblent être destinés à voir plus avant que leurs devanciers dans les événements humains. La Providence a mis à notre portée un flambeau qui manquait à nos pères et nous a permis de discerner, dans la destinée des nations, des causes premières que l'obscurité du passé leur dérobait. Lorsque, après avoir étudié attentivement l'histoire de l'Amérique, on examine avec soin son état politique et social, on se sent profondément convaincu de cette vérité, qu'il n'est pas une opinion, pas une habitude, pas une loi, je pourrais dire, pas un événement, que le point de départ n'explique sans peine. Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le présent chapitre le germe de ce qui doit suivre,
est la clé de presque tout l'ouvrage. Les émigrants qui vinrent, à différentes périodes, occuper le territoire que couvre aujourd'hui l'Union américaine, différeraient les uns des autres en beaucoup de points. Leur but n'était pas le même, et ils se gouvernaient d'après des principes divers. Ces hommes avaient cependant entre eux des traits communs, et ils se trouvaient tous dans une situation analogue.